Merci. Voilà, donc le webinaire est bien en train d'être enregistré. Donc bonjour et bienvenue à tous. Encore désolée pour ce contretemps. On se retrouve jusqu'à 15h45, mais ça risque d'aller jusqu'à 16h. Donc le webinaire est enregistré, mais il y aura également la diffusion du PowerPoint à la suite de ce webinaire. On peut vous envoyer un PowerPoint plus détaillé si vous nous en faites la demande, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à poser vos questions dans le chat, même si là vos micros ne sont pas forcément désactivés, on est quand même assez nombreux et donc ce sera plus simple de traiter les questions via le chat. On y répondra à la fin de ce webinaire afin que tout le monde ait accès à toutes les informations, même si certains doivent partir plus tôt. Et bien sûr, si on n'a pas le temps de répondre à tous les mails, toutes les réponses, on y répondra par mail sans souci. Donc, on ne va pas perdre plus de temps et on va commencer ce webinaire. Donc, les intervenants aujourd'hui, nous serons 5 à intervenir. Je vais les laisser se présenter rapidement. Du coup, je vais commencer, Elsa. Bonjour à tous et à toutes. Quentin Badeau, je suis chargé de projet R&D réglementation au CRIT agroalimentaire. Le CRIT agroalimentaire qui est le Centre régional d'innovation et de transfert de technologie. C'est une association, en quelques mots, basée à La Rochelle qui a vocation à accompagner les entreprises agroalimentaires dans tous leurs projets de développement et d'innovation. Et donc, pour Interleg, on intervient notamment sur la partie étude des besoins des entreprises agroalimentaires du secteur en région, et puis également sur un axe de sensibilisation de ces mêmes acteurs, en collaboration avec l'AREA, donc Marlène Toumieux, qui va se présenter juste après moi. Bonjour à tous, Marlène Toumieux, je suis chargée de mission à l'AREA Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes une association régionale et professionnelle. Nous formons le réseau de l'agro sur la région. J'interviens, alors pas que sur les territoires du 19, 33, 24, 87, mais aussi de façon très large sur des sujets transversaux, notamment Interleg. Très bien. Bonjour à tous, Sophie Thibon, je travaille à la Chambre d'agriculture de Gironde au sein du pôle valorisation des territoires et du service circuit court. Je suis conseillère en circuit court et je coordonne également l'association Auprès des cuisiniers, un dispositif qui vise à rapprocher les producteurs locaux de Gironde et la restauration collective. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Donc moi je suis Agatha Duquesroy, je suis chargée de mission agritourisme, circuit court, circuit de proximité et restauration hors domicile à la Chambre régionale d'agriculture. Et du coup voilà, j'ai la partie, vous allez le découvrir tout à l'heure, commercialisation au sein de ce projet Interleg. Merci. Et donc, je suis Elsa Marie, chargée de mission filière protéines végétales et certification environnementale à la Chambre régionale d'agriculture également. Et je m'occupe de coordonner le projet Interleg que nous allons vous présenter juste maintenant. Et Christian Dagneau interviendra également. Je ne sais pas si vous êtes là. Oui. Oui. Je vous laisse vous présenter à la fin de l'introduction, comme ça vous faites tout en même temps avec le message groupé. Très bien. Parfait. Alors, le programme de ce webinaire, donc je vais vous présenter Interleg et ensuite on fera une restitution des 3 enquêtes. Enquête outils de production, enquête auprès des entreprises agroalimentaires, puis restitution de l'enquête auprès de la restauration collective. Et ensuite, en conclusion, je vous présenterai la cartographie régionale des acteurs de la filière. C'est pour ça qu'on est si nombreux, puisqu'il y a toute la filière. Donc, Interleg, c'est un projet de structuration de filières légumineuses en Nouvelle-Aquitaine. Je commence par définir les termes de légumineuses qui peuvent paraître un peu abstraits pour ceux qui ne travaillent pas tous les jours dessus. Donc, dans les légumineuses, il y a les légumineuses fourragères et les légumineuses à graines. Et Interleg s'intéresse plus particulièrement aux légumes secs et notamment pour l'alimentation humaine.
et notamment les lentilles, les pois chiches et les haricots. Ce sont les 3 productions sur lesquelles nous travaillons principalement. C'est un projet qui est un PEI, un partenariat européen pour l'innovation. C'est financé par l'Union européenne et la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, pourquoi ce projet? À l'origine, c'est une volonté forte de la région d'avoir une souveraineté protéique. Et il y a également des intérêts agronomiques forts et environnementaux forts pour les protéines végétales et les légumineuses, avec un allongement des rotations, diminution des engrais, d'où la création d'un réseau protéines, le réseau Protéina, qui est piloté par la Chambre régionale d'agriculture, la région et la DRAF. Et puis, il y a eu aussi dans ce contexte une baisse de consommation des légumineuses, mais bon, bien qu'il y ait une légère hausse ces dernières années. Les protéines végétales et les légumineuses sont complémentaires aux protéines animales et donc elles vont intégrer les menus végétariens. Et ces menus végétariens sont de plus en plus présents avec l'application de la loi Egalim, notamment en restauration collective, d'où l'intérêt d'Interleg et la volonté d'Interleg aussi de travailler principalement avec la restauration collective. Et donc, il y a une volonté d'intégrer ces légumes secs dans les menus végétariens, mais pour ça, il faut une production régionale, produire des légumes secs en région et pouvoir les proposer au menu. Également, et ça passe aussi par la transformation. Et donc, Interleg travaille du champ à l'assiette avec un axe production, un axe commercialisation et un axe pédagogie communication qui a pour but vraiment de sensibiliser et augmenter la consommation de légumineuses dans les foyers et tous les publics. Interleg, c'est un projet financé par la région Nouvelle-Aquitaine et l'Union européenne, et ce depuis 2022. Il y avait une phase émergence d'Interleg, donc avec un travail, comme je le disais, sur la production. Ce premier travail lors de la phase d'émergence a montré qu'il y avait des freins à la production de légumineuses en région Nouvelle-Aquitaine, qu'il y avait des difficultés d'achat de légumineuses régionales aussi de la part des transformateurs, donc des entreprises agroalimentaires et de la restauration collective également. Et puis qu'il y avait un travail de sensibilisation des convives à faire, des foyers également, pour augmenter cette consommation de légumineuses qui n'est pas forcément facile et qui n'est pas forcément un réflexe. Donc, cette phase émergence Interleg a mené à mène maintenant à une phase de fonctionnement qui a une durée de 3 ans, donc du 1er mars 2024 au 28 février 2027. Et donc, on arrive sur la fin doucement du projet, d'où ce webinaire qui va vous restituer les 3 enquêtes auprès de la filière légumineuse. Et donc, on a fait des enquêtes auprès des acteurs de la production agricole, auprès des entreprises agroalimentaires et auprès de la restauration collective pour approfondir ce travail de la phase d'émergence. Et pendant cette phase de fonctionnement, donc pendant ce PEI, on a des partenaires, il y a des partenaires financés et non financés pour le projet, sur le projet Interleg. Donc, il y a vraiment, on voit que le sujet des légumes secs mobilise un grand nombre de personnes, de la production jusqu'à la consommation. Voilà, donc je vais laisser la parole au président du COPIL Interleg, Christian Dagneau, qui est également producteur et qui va se présenter et faire un petit mot sur cette filière. Oui, bonjour Elsa, bonjour à toutes et à tous. Oui, Christian Dagneau, donc je suis
agriculteur en Charente, donc je fais principalement des grandes cultures, une dizaine de cultures sur la ferme, dont des légumineuses à destination alimentation animale, mais aussi humaine, pois chiches notamment, soja. Voilà, donc je voulais moi souligner l'importance d'Interleg et du travail que vous menez tous ensemble pour, on va dire, essayer d'organiser cette filière légumineuse, restauration collective et un peu plus large, donc alimentation humaine. On traverse aujourd'hui dans les filières grandes cultures une crise sans précédent, je voulais quand même vous le dire. Voilà, les chiffres sont sortis dernièrement, donc les filières grandes cultures, les revenus moyens sont négatifs pour la 3e année consécutive et ça va pas pouvoir durer comme ça. Donc voilà, c'est pas pour vous mettre la pression, mais tout le travail que vous ferez dans ce groupe permettra de valoriser les graines que l'on produit sur nos exploitations. Et voilà, on a besoin de se diversifier. Et pour réussir, et ça a été déjà abordé lors des différentes phases de ce projet Interleg, donc il faut réussir à produire pour être capable de vous proposer les quantités et les qualités que vous souhaitez. Voilà, donc il nous faut des moyens de production qui sont relativement nombreux, ça avait été identifié. Voilà, donc c'est aujourd'hui un peu compliqué. On est encore voilà, donc on a la volonté de développer ces filières-là. Il faut savoir que dans les grandes cultures aujourd'hui, il y a des filières qui fonctionnent mieux que d'autres. Et c'est vraiment celles qui sont bien structurées, dont on a des entreprises de transformation et de valorisation sur le territoire français qui rémunèrent le plus l'agriculteur. Donc on parlait notamment les filières oléoprotéagineux, voilà, avec beaucoup d'usines de transformation. Voilà, pour les légumineuses à destination de l'alimentation humaine, eh bien, on a besoin de relocaliser un certain nombre de surfaces. Et pour ça, il faut qu'on sécurise et qu'on contractualise parce qu'on l'a vu, c'est pas toujours facile pour nous en tant que producteurs. Mais si on le sait à l'avance, si on contractualise, on pourra se donner les moyens de réussir puisque ces cultures-là ont vraiment un bénéfice aussi au niveau agronomique dans nos exploitations, sur beaucoup de points de vue. Donc, elles ont largement leur place. Maintenant, il faut faire en sorte qu'elles trouvent leur place jusque dans l'assiette du consommateur. Voilà, donc, moi, je vous souhaite de poursuivre les travaux et de travailler au mieux sur cette filière et qu'on retrouve les consommations de légumineuses qu'on avait dans les années 1920. Voilà, parce qu'on avait l'habitude en France de consommer des légumineuses et on a un petit peu oublié. Donc voilà, on peut s'y remettre. C'est une question de volonté et de travail collectif dont en partie ce que vous menez depuis le début du projet Interleg. Et ce projet Interleg, comme l'a dit Elsa, donc on arrive bientôt à la fin. Il faudra trouver aussi les moyens de poursuivre parce que je pense que beaucoup d'entre vous sont… voilà, on est en phase, on n'est pas rendu au bout, on est en cours de route, donc il faudra pouvoir le prolonger aussi pour arriver à l'objectif de départ qui était de contractualiser la production entre les producteurs et puis les acheteurs au final. Voilà, écoutez, moi je vous souhaite une bonne réunion, bon travail et puis je vais aller semer mes pois chiches dans les 2 ou 3 jours, voilà, si les conditions météo le permettent. Voilà, merci à tous et à toutes. Merci Christian pour ce message et de rappeler l'importance de la filière, de fédérer tous les maillons sur le long terme. Alors, pour la suite, nous allons passer à la présentation de l'enquête outils de production. C'est une enquête qui a été menée par un cabinet externe et pas par la chambre régionale, mais je vais vous présenter les résultats. Cette enquête, elle a été menée, elle avait pour cible 57 entreprises qui ont été contactées début 2025. Sur ces 57 entreprises, on a récolté 33 réponses, de la production en passant par le stockeur, trieur, transformateur et des entreprises qui commercialisaient des produits bruts. Donc, ce sont des acteurs de la production agricole et de la première transformation en Nouvelle-Aquitaine. C'est une enquête qui concerne les cultures cibles d'Interleg, les haricots, les lentilles et les pois chiches.
Le questionnaire qui a été, enfin c'était des appels téléphoniques, avait pour but d'identifier l'acteur, d'identifier et de caractériser ses activités et ses productions ses productions enfin, lesquelles il avait en charge, les infrastructures et les équipements, et de voir un peu d'évaluer comment ces entreprises s'intégraient dans la filière de légumineuses en Nouvelle-Aquitaine. Donc les résultats de l'enquête, ils nous ont montré plusieurs problématiques, soulevé plusieurs problématiques. La première, c'est une insécurité de production avec une volatilité des rendements qui est assez forte entre les années, ce qui peut entraîner une difficulté à annoncer des volumes et à contractualiser et également à investir. Donc pourquoi une si grande différence de rendement? C'est dû à des excès d'eau, mais aussi à des stress hydriques, des pressions des ravageurs sur ces cultures et des récoltes qui peuvent être un peu complexes en fonction de la météo. Les points qui ont été dégagés de cette enquête et enfin les points à améliorer et les points positifs, c'est qu'il faut pour réussir à avoir une filière structurée, il faudrait mutualiser, géographiquement du moins, les outils techniques. Également, avoir un engagement progressif des entreprises avec des contrats, avec des options, des clauses de variabilité sur ces cultures qui sont variables. Et également avoir un partage de référentiels, d'itinéraires techniques. Donc ça, ce sont des axes de travail aussi d'Interleg que nous souhaitons, sur lesquels nous souhaitons travailler. D'autres problématiques, c'est les débouchés commerciaux. La demande est perçue comme insuffisante de la part de ces entreprises qui ont été interrogées. Et donc, les prix et les débouchés sont incertains pour ces producteurs. Il y a une pression concurrentielle du fait de cette faible demande et ce qui mène à une instabilité des prix, ce qui a été relevé lors des contacts de ces entreprises. Les solutions apportées par ces enquêtes, enfin, qui se dégagent, c'est de bien segmenter les débouchés, de créer un argument filière sur mettre en avant la qualité de nos productions en Nouvelle-Aquitaine, également la traçabilité, et d'avoir une communication collective sur la filière légumineuse en Nouvelle-Aquitaine. Ça, ce sont des axes de travail à mettre en place avec Interleg et également, enfin, les webinaires comme celui d'aujourd'hui montrent l'engagement d'Interleg aussi pour la filière. D'autres problématiques, c'est la qualité et le post-récolte. Ce qui a été montré dans l'enquête, c'est qu'il y a une chaîne technique post-récolte qui est équipée. Chaque entreprise possède des équipements de manière individuelle, mais ce qui a été montré, c'est qu'il faut transformer ces équipements individuels en capacité filière mobilisables pour stocker ces récoltes qui sont, on l'a vu, avec des rendements assez variables et permettre de stabiliser la qualité de la récolte et des récoltes. Donc les solutions, c'est des solutions de sécurisation du stockage et d'avoir également des solutions de tri performantes. Et donc ça peut passer par un partage d'outils. Donc la cartographie qu'on vous présentera en conclusion de ce webinaire peut être une réponse à toutes ces problématiques. Les perspectives et attentes qui se dégagent de ces enquêtes menées par le cabinet d'études, c'est qu'il faut réussir à mieux organiser les capacités existantes, donc rendre réellement mobilisables les outils de tri, les outils de stockage et de conditionnement et de commercialisation, tenter de créer un collectif non
concurrentiel pour partager les outils et les compétences donc dans toute la région. Également de valoriser les écarts de tri et les coproduits. Pour cela, créer des partenariats pour valoriser valoriser ces écarts avec l'alimentation animale, valoriser en local et également une logique zéro perte pour sécuriser l'économie des filières de légumineuses. Et ensuite, donner de la visibilité à l'écosystème régional, mieux identifier qui fait quoi dans la filière. Et donc, nous vous présenterons en fin de ce webinaire la cartographie et j'espère que vous serez capable d'identifier tout cet écosystème régional et de pouvoir nous solliciter aussi pour, en cas de besoin, et de nous identifier Interlec comme contact en cas de questions sur les légumineuses. Voilà pour l'enquête restitution, pour la restitution de l'enquête outil de production. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et si vous en avez, on y répondra on essaiera d'y répondre en fin de ce webinaire. Je laisse la parole à Marlène et Quentin. Donc, on va passer à l'enquête auprès des entreprises de l'agroalimentaire que nous avons portées de façon conjointe, Area Nouvelle-Aquitaine et CRIT Agroalimentaire. Alors, slide suivante. Alors, pour vous préciser un petit peu de quoi l'on parle, en région Nouvelle-Aquitaine, on a environ 2000 entreprises agroalimentaires. Sur ces 2000, on a identifié plus d'une centaine potentielles, plus d'une centaine utilisatrices de légumineuses parce qu'on les connaît, on les côtoie. Et on a mené une enquête globale auprès de cette cible et nous avons enregistré 53 réponses viables. Et dans cette cible, donc on parle bien d'entreprises de fabrication de denrées alimentaires, y compris de meuneries. Les entreprises qui font uniquement du conditionnement ou du stockage ne sont pas dans les résultats de cette enquête. Sur ces 53 réponses viables enregistrées, il y a 33 établissements qui utilisent déjà des légumineuses. 8 qui ont pour projet de l'utiliser ou qui ont des projets de développement, de recherche et de développement, et 12 qui ont quand même répondu, qui sont plutôt en veille et qui cherchent à avoir de l'information ou en veille sur ce secteur légumineuse. On peut dire que c'est un panel de réponses variées et cohérent avec le tissu agroalimentaire régional. On est sur une grande majorité de TPE-PME qui ont répondu à l'enquête. Il s'agit aussi bien d'industriels, mais aussi des coopératives, certains artisans ou paysans transformateurs. Simplement pour vous signaler que les répondants, ce sont les dirigeants ou les personnes directement issues des services R&D. Donc, on a des réponses qui sont quand même fiables, avec des chiffres intéressants. Elsa, la slide suivante. Voilà la cartographie des répondants. Alors, on a 2 départements où on n'a pas eu de réponse. On sait qu'il y a des entreprises qui utilisent des légumineuses, mais donc, globalement, c'est pour vous montrer la répartition assez homogène sur le territoire régional avec 3 départements qui tirent, qui montrent une transformation, plus de transformation de légumineuses, notamment en Charente-Maritime, en Lot-et-Garonne et en Pyrénées-Atlantiques. Pour passer au secteur d'activité principale, vous avez un diagramme ici le diagramme, c'est uniquement les entreprises qui utilisent déjà des légumineuses. Ce qu'on remarque, c'est en lien avec la nomenclature INSEE. Donc, toute la partie verte à l'intérieur, ce sont des entreprises qui sont fabricants de plats préparés. Donc, que ce soit en frais, en surgelé, en apertisé ou déshydraté. Et en fait, on a plus de 50% des entreprises qui ont répondu à l'enquête qui sont fabricants de plats préparés. On remarque une occurrence élevée des utilisateurs qui font partie de l'industrie de la viande. Et il y a une vraie complémentarité entre viande et légumineuses, notamment grâce aux recettes traditionnelles à base de lentilles ou de haricots secs.
18% des répondants sont fabricants de farine aussi. Et c'est intéressant à noter, 15% sont impliqués dans d'autres étapes de la filière, pas uniquement de la transformation. On a fait le distinguo avec des entreprises qui ont pour projet d'utiliser les légumineuses et les utilisateurs de demain, les nouveaux utilisateurs sont vraiment différents de ceux d'aujourd'hui, à savoir qu'ils relèvent du domaine de l'industrie, plutôt de la boulangerie, pâtisserie et pâtes. On n'a pas identifié de projets, de nouveaux projets sur des recettes traditionnelles, sur enfin, on est vraiment sur une nouvelle catégorie d'utilisateurs qui se développe. Voilà. Merci Marlène. Donc effectivement, pour continuer un petit peu sur le volet résultats, on a également interrogé les entreprises utilisatrices sur le type de légumineuses qu'elles mettaient en œuvre dans leurs produits. Donc vous avez eu un petit peu le panel d'entreprises et de secteurs d'activité juste avant expliqué par Marlène. Donc on peut voir que ce sont principalement les lentilles vertes et les pois chiches qui sont les plus cités, à presque 79% par les répondants. Et puis, à noter également que 85% des entreprises utilisent plusieurs types de légumineuses également. Donc, on a vraiment une diversité d'utilisation d'ingrédients dans ce domaine-là. Et puis, à contrario, on a seulement 15% des entreprises qui utilisent un seul type de légumineuse. Donc là, on a aussi des potentiels de diversification de la part des entreprises agroalimentaires pour leurs produits sur des nouveaux usages, sur des nouveaux types de légumineuses. Et en plus, parce que dans 80% des cas, la seule légumineuse utilisée, c'est le pois chiche. Donc il y a vraiment une possibilité d'aller sur d'autres types de matières premières. Et puis pour demain, pour les futurs utilisateurs, ce qu'on a noté, c'est qu'ils se tournent en majorité également vers le pois chiche. Donc là encore, on a un petit sujet de sensibilisation sur les usages d'autres types de légumineuses pour essayer de diversifier un petit peu ces usages-là. Juste si tu peux revenir juste avant, Elsa. Ouais. Et on a également à noter, donc ça c'est dans l'encart jaune, on a eu d'autres citations aussi, parce qu'on avait également une possibilité de remplir un champ libre sur notre questionnaire, avec d'autres citations où on a eu des matières premières comme le quinoa, la gomme goire ou les haricots verts, donc qui ont été cités par les répondants. Donc ça nous montre aussi parfois un besoin de sensibilisation et de compréhension du terme légumineuse. On a la confusion qui peut être assez fréquente avec d'autres protéines végétales ou des légumes verts par exemple. Donc là aussi, ça nous donne de la matière pour notre axe pédagogie et sensibilisation des acteurs. Slide suivante, s'il te plaît. Ensuite, pour continuer sur les matières premières et les ingrédients utilisés, donc on a également questionné les entreprises utilisatrices sur le type de matières premières utilisées. Donc c'est le graphe que vous pouvez voir avec les différentes typologies d'ingrédients. Et ce qui ressort, et là on peut faire le lien avec ce qu'a évoqué Marlène également, c'est que la majorité de la forme des ingrédients utilisés sont principalement des produits bruts. Donc c'est assez cohérent avec la forte représentation des fabricants de plats préparés avec la mise en œuvre dans leur process de produits bruts notamment. Et puis on a également un fort intérêt pour les farines de légumineuses qui sont utilisées par 27% des entreprises qui ont répondu au questionnaire. Et à noter aussi que 67% des entreprises ne citent qu'une seule forme de légumineuse. Donc là encore, ça peut venir alimenter nos actions de sensibilisation, puisqu'on a tout un panel d'ingrédients aujourd'hui qui existe à base de légumineuses, avec de nombreuses fonctionnalités notamment. Donc assez intéressant aussi de sensibiliser les industriels sur les différentes typologies d'ingrédients pouvant être utilisés et sur les process associés. Et donc pour les futurs utilisateurs, ils prévoient majoritairement d'utiliser des matières premières non brutes. Donc là encore, ça fait le lien avec ce que vous a cité Marlène sur notamment la boulangerie, la BVP, donc le secteur boulangerie, viennoiserie, pâtisserie. Donc on pourra par exemple citer des matières premières telles que les farines, par exemple, pour cette catégorie d'ingrédients-là. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, je reprends la main. Si on s'intéresse un petit peu plus au type de fournisseurs de nos entreprises agroalimentaires qui utilisent les légumineuses, on remarque, alors ce sont les deux chiffres en bas, en vert et en marron, donc 16%, 29%, ça représente 45% d'approvisionnement qu'on estime direct, c'est-à-dire auprès d'une coopérative agricole ou d'un producteur individuel. Il y a tout de même aussi 36% d'approvisionnement via des grossistes. Donc les grossistes ont une place vraiment significative et structurante, puisqu'en fait, on sait que plus les besoins en volume sont petits de l'industriel et plus les fournisseurs sont de type grossiste.
Voilà. Et un répondant sur deux a plusieurs types de fournisseurs, mais dans une logique aussi de sécurisation de ces approvisionnements. C'est normal. Pour vous donner une idée de volume, parce que dans le questionnaire, c'était plutôt des grandes fourchettes, 46% des répondants évoquent des besoins annuels supérieurs à 5 tonnes. Elsa, merci. Si on se concentre un petit peu sur l'origine géographique des légumineuses qui sont utilisées, alors je mettrai un petit bémol sur cette slide parce que parfois il peut y avoir confusion entre origine du fournisseur ou origine du producteur. Mais ça donne quand même quelques tendances. Ce qu'on remarque, c'est que l'origine citée, elle est française à près de 80%, donc c'est quand même des pratiques plutôt, de bonnes pratiques. Et une origine, de bonnes pratiques, en tout cas, l'origine reste plutôt nationale. Et on observe que l'origine régionale est plutôt bien représentée, puisque c'est une entreprise sur deux qui se fournit en partie en région. Et sur cette entreprise sur deux, il y en a 27% qui se fournissent exclusivement en région Nouvelle-Aquitaine. 69% des entreprises valorisent cette origine qui est régionale ou nationale sur leur pack, sur leurs produits. Et c'est réellement un argument de vente qui peut justifier d'avoir une origine, du coup, d'avoir peut-être des prix supérieurs d'achat des légumineuses. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on fait le distinguo avec des entreprises qui ont pour projet d'utiliser les légumineuses, quand on leur demande accordez-vous une importance à l'origine géographique de vos matières premières à base de légumineuses, ils disent oui à 62% national. Donc en fait, les futurs utilisateurs de légumineuses accordent surtout une importance à l'origine nationale de leurs approvisionnements et un quart à l'origine régionale. C'est bon. Et c'est à mettre en relation aussi avec leurs clients, parce qu'aujourd'hui, acheter une légumineuse peut-être plus chère ou passer plus de temps au sourcing, etc., la structuration de filière, il faut à un moment donné aussi qu'on puisse le valoriser. Si c'est pour ne pas vendre ses produits, c'est toute la filière qui doit s'organiser en conséquence. Si on fait un zoom sur les entreprises qui s'approvisionnent exclusivement en origine régionale, donc, quelles sont ces entreprises? On remarque en fait, ce sont ceux qui ont répondu, ce sont systématiquement des TPE ou des PME qui utilisent des graines brutes, qui s'approvisionnent en direct auprès du producteur ou d'une coopérative. Et une très grande majorité d'entre elles valorisent, encore une fois, cette origine régionale, ces efforts, dans leurs produits finis. Quand on fait le petit zoom sur quel type de légumineuses sont utilisées, eh bien, c'est le pois chiche qui ressort en premier avec donc, le pois chiche d'origine Nouvelle-Aquitaine. Donc, les chiffres que vous avez entre parenthèses, c'est des chiffres globaux de notre panel utilisateur actuel de légumineuses et les chiffres au-dessus, donc le 89% de pois chiches, c'est les entreprises qui s'approvisionnent exclusivement en origine régionale. Et sur le haricot blanc, par contre, on a beaucoup moins ce qui laisse penser qu'on a moins de production de haricots blancs. Elsa? Et je reprends la main du coup. Donc effectivement, donc on a également interrogé les entreprises sur leur motivation à l'usage des légumineuses. Donc vous pouvez voir qu'on a un fort impact du terroir régional et des recettes traditionnelles qui sont citées par 48% des utilisateurs actuels, donc qui sont en orange sur le graphique. Viennent ensuite les alternatives aux protéines animales et puis aussi un intérêt plutôt axe santé et nutritionnel, dont le Nutri-Score. On a le volet innovation qui n'est pas à négliger non plus, hein, donc les axes innovation et santé et nutrition sont bien positionnés. Et puis pour demain, donc pour les futurs utilisateurs, c'est plutôt l'axe innovation et protéines végétales. Donc ce sera un vrai moteur de développement pour les projets à base de légumineuses. Donc cet axe innovation et protéines végétales est cité par 63% des futurs utilisateurs interrogés. On a également pu interroger les entreprises sur leurs impressions et sur
opinion sur le marché actuel à base des produits à base de légumineuses. Donc, on note une bonne dynamique de vente sur ces produits qui sont à base de légumineuses, puisque 55% des répondants estiment que le marché est en croissance, et puis 39% estiment plutôt au contraire c'est un marché qui est plutôt stable. Donc c'est des choses qui sont plutôt positives sur l'activité pour les produits à base de légumineuses dans le futur et actuellement. On a également eu une citation sur valorisation de filière, voilà, parmi les réponses. Au contraire, donc, concernant les freins et problématiques à usage de légumineuses, alors je vais commencer par une bonne note d'abord, c'est que 30% des utilisateurs n'ont pas identifié de frein pour l'usage des légumineuses, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et pour ceux qui en ont identifié, donc c'est principalement, pour les utilisateurs actuels, toujours en orange sur le graphique, c'est principalement la disponibilité en matières premières qui leur pose problème, et puis en seconde position, plutôt la qualité et la régularité des matières premières, à 24%, à 33% et 24% respectivement. Donc on a aussi des axes de travail principaux pour faciliter l'usage des légumineuses par les industriels à ce niveau-là. Pour les futurs utilisateurs, c'est plutôt le prix qui ressort lorsqu'on parle de légumineuses à 38%. Et ça s'explique certainement par la typologie d'utilisateurs qu'on a déjà évoquée, qui vont plus aller sur des produits qui auront déjà subi une première transformation, entre guillemets. Donc ça va être des produits un peu plus élaborés en termes d'ingrédients. Donc c'est une hypothèse qu'on peut faire à ce niveau-là. On a eu des autres citations aussi de freins et problématiques à l'usage de légumineuses. Donc on a des entreprises qui se questionnent sur le volet allergène notamment. Donc ça peut être le cas, je pense, qu'ils ont pensé au soja en premier lieu peut-être. Tout ce qui est contamination bactérienne et traitement thermique, notamment pour la filière bio, les ingrédients certifiés bio. Et puis il y a eu aussi un... Ah, le micro s'il vous plaît. Merci. Et on a aussi eu une citation sur le manque de connaissance des clients, de leurs clients, donc des clients des industriels, sur l'utilisation potentielle des matières premières. Donc ça montre là aussi un volet de sensibilisation important pour l'usage de ces ingrédients-là. Concernant, si on fait un zoom un peu plus spécifique sur l'approvisionnement régional cette fois-ci, donc vraiment l'origine régionale des matières premières. Donc 78% des répondants utilisent cette fois-ci, identifient des freins à l'approvisionnement régional. Donc on voit que là c'est beaucoup plus important. Et puis c'est la problématique de disponibilité qui est citée en premier lieu, un répondant sur deux, en quantité et en qualité. Les légumineuses régionales sont aussi perçues comme plus chères par 50% des entreprises. Et puis, il y a eu quelques citations particulières. On parlait tout à l'heure du haricot blanc, notamment. Donc là, c'est ce qui est ressorti. Une variété de haricots tarbais difficile à trouver, si je cite une remarque d'une entreprise. Voilà pour les freins à l'approvisionnement régional. Donc, ce qui est intéressant de noter aussi dans notre questionnaire, c'est qu'on a essayé de solliciter les industriels sur leurs besoins de connaissances et d'accompagnement sur l'usage des légumineuses. Donc, il y a 50% des répondants qui ont exprimé un besoin d'en savoir plus sur les propriétés à la fois nutritionnelles et technologiques. Et 25% des entreprises qui souhaitent aussi monter en compétence sur ce sujet. Donc là, c'est vraiment intéressant pour nous dans le volet sensibilisation et pédagogie. Et donc, à la suite du questionnaire des résultats d'enquête, après l'analyse de ces résultats, on a, avec Marlène, pris le parti de contacter les entreprises qui ont exprimé ce besoin-là, et on en ressort donc, pour le volet nutrition et technologie, avec 15 recontacts, 2 axes principaux, donc à la fois les propriétés nutritionnelles et les attentes de la restauration collective, ça nous s'est ressorti assez souvent. Et puis un volet plutôt propriété technologique et innovation. Dans la partie nutritionnelle, ce qui est ressorti de nos interrogatoires, c'est plutôt une volonté d'en savoir plus sur la nature des acides aminés, par exemple, de ces ingrédients. Aussi un volet sur l'apport en fibres, donc on est vraiment sur un axe santé par rapport à l'utilisation de ces ingrédients. Et puis, dans le côté amélioration des recettes, donc là, on est sur un levier de croissance, notamment en lien avec les attentes de la restauration collective, pour les menus également, qui ont des obligations. Donc, avec une amélioration nutritionnelle des recettes via l'ajout de ces ingrédients en base de légumineuses. Et puis aussi le volet substitution de protéines animales et aussi le volet substitution de l'œuf. Vous avez certainement entendu parler des difficultés d'approvisionnement de la filière ovoproduits. Donc ça concernait non seulement les consommateurs, mais bien sûr aussi les industriels. Donc là aussi, on a eu des remarques à ce sujet pour la substitution des protéines animales, donc avec des alternatives végétales. Et puis on a une attente forte sur la densité nutritionnelle, donc c'est-à-dire la qualité des nutriments et des ingrédients utilisés sur les produits finis.
Sur le côté technologie et innovation, donc on a eu des remarques sur les défis organoleptiques, donc avec la suppression d'un goût qui peut apparaître sur l'astringence par exemple, et des goûts parasites, donc ce qu'on peut appeler les notes vertes, hein, entre guillemets. Et puis sur l'optimisation aussi des formats produits qui peuvent être adaptés aux contraintes de la restauration collective. Il y a une vraie volonté des industriels de mieux comprendre les besoins de la restauration collective aussi à ce sujet-là. Et sur les leviers techniques, on a eu des remarques sur l'évaluation précise de la cuisson des matières premières, donc lors de leur mise en œuvre par exemple, la maîtrise de la micronisation ou encore une fois la substitution fonctionnelle des protéines animales, que ce soit sur un volet plutôt fonctionnel, donc avec la texture et la tenue. Donc au niveau des leviers d'accompagnement, donc voilà, on a eu des demandes vraiment sur cette volonté de réaliser un vrai argumentaire nutritionnel, d'avoir aussi un appui réglementaire à l'usage de ces matières premières, et bien sûr un appui à la formulation et l'intégration de ces ingrédients, et surtout de mieux identifier les acteurs de la filière et rester en veille. Donc certains répondants à l'enquête ont formalisé un besoin d'aide au sourcing de légumineuses. Donc nous les recontactons aussi au fur et à mesure et on peut en ressortir plusieurs éléments. Quelles sont leurs pratiques? Aujourd'hui, donc on a eu 6 entreprises. Il n'y a pas de pratique unique, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a souvent un engagement écrit sur des volumes de commandes annuels, mais qu'il n'y a pas forcément de contrat formel. Vis-à-vis du prix, c'est des prix soit au spot, au trimestre ou à l'année. Le plus souvent à l'année, mais donc pas que. Il peut y avoir des freins à la qualité dans le sens, enfin je dis des freins, mais c'est des exigences en fait que l'on impose aux entreprises agroalimentaires quand elles commercialisent sur des marchés GMS, sur des centrales de grande distribution ou en MDD, en marque de distributeur. Il y a notamment la norme IFS qui est assez présente. Beaucoup d'entreprises sont IFS et leurs fournisseurs doivent l'être aussi. Et si leurs fournisseurs ne sont pas certifiés IFS, alors l'entreprise doit détacher une personne du service qualité pour aller faire un audit. Donc c'est des choses qui sont possibles, mais le fournisseur se doit quand même d'avoir un sérieux, et ce sont des efforts supplémentaires à fournir pour aller auditer ses fournisseurs quand on veut on va dire, sélectionner un fournisseur qui n'est pas forcément IFS. Donc, c'est des étapes supplémentaires. Sur les exigences produits, il n'y a pas toujours de cahier des charges quand le produit est de la graine brute de légumineuse. Et au niveau du process d'achat, c'est très souvent fait directement par le site, mais parfois, on le voit, il existe des centrales d'achat qui font des groupements d'achat. Et si l'entreprise fait partie d'un groupe, il y a des services achats qui sont déportés et du coup pas forcément en Nouvelle-Aquitaine aussi. Donc les process peuvent être différents. Et sur la fréquence d'approvisionnement qu'on observe, globalement, ce sont des approvisionnements mensuels qui sont faits, des commandes mensuelles, une fois qu'on s'accorde sur un prix à l'année, etc. Voici la fréquence est plutôt mensuelle. Et je ne l'ai pas dit, mais sur les motivations des entreprises qui nous ont dit je veux bien être aiguillée pour mon sourcing, c'est peut-être identifier un fournisseur de secours. Ce sont des entreprises qui ont des projets de développement de produits régionaux ou encore de trouver une alternative aux leaders du marché, à leurs fournisseurs actuels. Voilà, donc si on conclut rapidement sur l'enquête auprès des acteurs de l'industrie agroalimentaire en région, donc 4 points principaux à retenir. Donc on a quand même un marché qui est plutôt structuré et porteur, hein. On a vu que les entreprises estimaient le marché assez en croissance ou tout du moins stable. Donc au niveau du socle, on a quand même une vraie complémentarité traditionnelle entre viande et légumineuse. Ça, on a pu le voir à travers les différents acteurs répondant, donc avec vraiment la valorisation des ingrédients à base de légumineuses dans des recettes traditionnelles plutôt aujourd'hui. Et on a aussi des atouts santé et VG qui ont été exprimés lors des différentes interrogations auprès des entreprises. Donc c'est un axe qui est assez dynamique et qui a un fort potentiel de développement, notamment avec les attentes de la restauration collective régionale.
Donc, on a là un vrai sujet de développement potentiel pour les industriels. On a aussi l'arrivée de nouveaux acteurs industriels, avec des nouveaux secteurs comme la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, qui vont de plus en plus aller vers des types d'ingrédients, alors peut-être moins bruts, mais issus au moins de la première transformation, notamment à base de pois chiches. Et au niveau de cet intérêt d'origine régionale, donc on a un intérêt un peu moindre de ces acteurs, donc qui vont plus valoriser l'origine nationale, mais néanmoins, il y a tout intérêt pour la partie production, en tout cas, d'améliorer la disponibilité de l'offre régionale pour essayer d'encore mieux valoriser ces ingrédients de la région. Donc, au niveau de la place de l'approvisionnement régional, justement, c'est une évidence quand l'industriel utilise plutôt les produits bruts et peut le valoriser. Et il y a toujours le souhait quand même d'une origine nationale qui est prépondérante. Donc là, on peut se poser la question aussi d'une synergie entre le régional et le national, notamment avec des origines d'autres régions potentiellement, pour les industriels, donc une diversité des approvisionnements potentiels à étudier avec eux. Et puis au niveau de la régularité et de la disponibilité des matières premières, donc ça c'est un axe aussi à améliorer, et ce qui peut expliquer la place significative des grossistes dans la filière, donc par rapport à la disponibilité. Et aussi, on a vu on est plutôt sur des besoins de volume très importants, 1 sur 2 des répondants sur un volume supérieur à 5 tonnes, c'est assez conséquent. Mais voilà, donc ce qu'il faut retenir quand même au global, c'est qu'on a un réel intérêt des industriels pour participer à la structuration de la filière. Je vais citer juste quelques chiffres pour conclure. Donc on a quand même 71% des répondants dans le cadre de notre enquête qui souhaitent être informés des avancées du projet Interleg, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis il y a 42% des répondants qui souhaitent à la fois être sollicités pour Interleg ou qui souhaitent intégrer l'outil cartographie ou qui ont souhaité intégrer l'outil cartographie que Elsa va vous présenter en conclusion de ce webinaire. Et moi, je terminerai juste par un petit mot pour vous signaler une réflexion avancée sur une action pédagogique qu'on souhaite mener en juin prochain, donc le 17 et 10 juin prochain 2026, dans notre événement qu'on organise avec le CRITS qui s'appelle les Journées Aliments Santé. Donc là, on a la vocation d'animer un atelier lors de cet événement à destination des professionnels. Donc les JS, c'est une convention d'affaires à destination des professionnels. Donc, dans cet atelier, on souhaite notamment aborder les usages potentiels des ingrédients à base de légumineuses, avec un axe sur la nutrition, un axe fonctionnel. Et puis, bien sûr, ce sera l'occasion de valoriser également les outils créés par le programme Interleg à cette occasion-là. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, donc que ce soit Marlène ou moi, pour cet axe industrie agroalimentaire dans le cadre du programme Interleg, si vous souhaitez contribuer, proposer des choses dans le cadre de ce projet-là, c'est avec plaisir de nous interroger. Voilà, merci à vous. Je prends la suite du coup pour l'enquête auprès de la restauration collective. Alors bon, on a une trame qui, vous allez voir par moment, est assez similaire à celle qu'a proposé le CRIT et l'AREA auprès des industries agroalimentaires, mais nous, notre cible était un petit peu différente. Merci Elsa, tu peux passer. Donc, notre enquête a eu lieu effectivement en 2025. C'était une enquête en ligne. L'objectif de cette enquête, elle était surtout de connaître les pratiques d'achat et d'utilisation des légumineuses par les acteurs de la restauration collective. Et l'objectif, bien évidemment, c'est de structurer la filière en intégrant tous les maillons de la chaîne. Elle a été adressée à des gestionnaires, des cuisiniers ou des administratifs en charge de la restauration collective. Voilà, relayée par nos partenaires également. L'objectif, voilà, c'était vraiment d'avoir des données assez complètes sur l'utilisation, les pratiques d'achat des légumineuses à graines. On a eu 115 réponses, ce qui représente dans le cadre de cette enquête, 85 000 repas comptabilisés. Voilà, réponse bien entendu en région Nouvelle-Aquitaine. Alors, pour vous présenter un petit peu quel était le profil des répondants, donc on a eu une majorité des répondants qui viennent de la restauration collective scolaire. Voilà, puisque ils sont assez dynamiques et notamment dans la mise en place de la loi Egalim qui, dans le cadre de cette loi, intègre un menu végétarien par semaine, qui est du coup très favorable à l'introduction des légumineuses à graines. Et 77% des répondants sont en régie directe.
Voilà, donc ça donne ce qui est assez cohérent hein, avec ce profil de restauration scolaire. Quelles espèces aujourd'hui ils achètent le plus fréquemment? Donc il y avait plusieurs choix possibles. Donc essentiellement la lentille, c'est là où on diverge un petit peu avec les industries agroalimentaires. La lentille est vraiment majoritaire à 96%. Viennent ensuite les haricots blancs à 73,5%, puis les pois chiches et haricots rouges et donc qui sont du coup vraiment dans la veine d'Interlex, c'est parfait puisque c'est les espèces que l'on traite. Viennent ensuite, on avait la possibilité de répondre sur d'autres types d'espèces et donc viennent ensuite le soja, les fèves et on a également eu d'autres types de réponses comme les pois cassés. On leur a posé également la question du type de contenant, voilà, le packaging, comment aujourd'hui ils achetaient ces légumineuses. Donc, plus de la moitié des répondants achètent en sec, les légumineuses en sec et plutôt en sac de 5 kilos. Et on a 12% d'entre eux qui achètent en sac de 10 kilos. Voilà, on avait besoin d'avoir ces informations aussi pour que l'amont puisse avoir les bons contenants. On a également 9% des répondants qui achètent via des conserves et seulement 3% qui achètent en surgelé en sac de 2,5 kg. Tu peux passer, Elsa, s'il te plaît. On leur a demandé également la répartition par type de légumineuse, par espèce de légumineuse. Donc, on voit vraiment une prépondérance de la lentille sur du sec. Ensuite viennent les pois chiches et les haricots rouges plutôt sur de la conserve parce que voilà, pour un gain de temps en cuisine, c'est plutôt la conserve qui est plébiscitée puisqu'il y a notamment des étapes de pré-trempage, de trempage. Et dans le cadre également de cette enquête, on a posé la question du volume acheté. Alors, je vous ai fait le petit total. Donc, on a recensé 28 tonnes de lentilles, 9 tonnes de pois chiches, 7 tonnes de haricots rouges, 12 tonnes de haricots blancs et 1 tonne de soja. Voilà. Viennent ensuite, on leur a demandé comment aujourd'hui ils achetaient ces légumineuses. On s'est concentré, alors notre étude, elle a été bien plus large, hein, comme l'a dit Elsa, on pourra vous envoyer l'étude complète, mais là, dans le cadre de ce webinaire, il fallait se concentrer sur quelques données essentielles. Donc, on leur a notamment posé la question de l'utilisation de ces légumineuses dans les menus, dans la fréquence, dans le type de plat qui est proposé. Ça, aujourd'hui, on ne vous le présentera pas, mais si jamais vous voulez avoir la donnée, on l'a. Voilà, donc on pourra vous la restituer à la fin de ce webinaire, mais là, on s'est concentré sur les pratiques d'achat dans un premier temps. Donc, on leur a demandé leurs fournisseurs. Donc, 110 ont identifié au moins fournisseurs, 43 en ont identifié 2, notamment pour sécuriser les achats. Comme le disait Marlène, en fait, on a les mêmes logiques commerciales, voilà, quels que soient les acteurs. Et on en a 6 qui ont identifié 3 fournisseurs. Donc, pour ceux qui en ont identifié un, le prépondérant, ça reste le grossiste à 82% quand même. Viennent ensuite pour seulement, donc on descend vraiment à 7,5% le producteur en direct. Et on a eu également des réponses, et ça ne faisait pas forcément partie de notre panel voilà, des réponses automatiques, mais on a eu les supermarchés, les magasins spécialisés. En deuxième fournisseur viennent les producteurs en direct pour 62,8% des répondants. Viennent ensuite les associations de producteurs pour 16%, les coopératives à 11%. Et ensuite, en troisième fournisseur, on est plutôt sur des assos de producteurs, des associations de producteurs. On leur a posé la question, alors, est-ce qu'ils achètent au gré à gré ou en marché public? Aujourd'hui, comment cette répartition, elle se fait? Donc, majoritairement, hein, à 49% des répondants, on est plutôt sur des achats au gré à gré. Parce qu'on est aussi sur des produits à faible valeur ajoutée. Donc, voilà, avec des petits volumes et du coup des petits montants aussi au global. Et du coup, ça facilite l'achat. Néanmoins, il y a quand même 34% des répondants qui achètent dans le cadre des marchés publics. Et quand ils font ces achats en marché public, comment aujourd'hui ils structurent leur marché public, ça fait partie des questions qu'on leur a posées, donc notamment sur l'allotissement. Est-ce qu'ils ont, ce qu'on souhaitait connaître, c'était est-ce qu'ils ont des lots spécifiques qui permettent à des
des filières locales de pouvoir y répondre, ou est-ce qu'ils l'intègrent dans des lots plus globaux. Donc effectivement, on a 54% dans les marchés publics qui sont structurés avec un lot épicerie et qui comprennent du coup ces denrées de légumineuses. 22% y intègrent dans un lot crudité, accompagnement de plats, 4e, 5e gamme. 8% sont dans un lot surgelé et 16% ont un lot spécifique légumineuse qui permet du coup à des opérateurs locaux de pouvoir y répondre. Mais par contre, effectivement, ils préfèrent, et on va le voir par la suite, avoir un marqueur valorisant, notamment une origine ou un marqueur agriculture biologique. On leur a également posé la question de la fréquence d'approvisionnement et près de la moitié des répondants sont sur une fréquence d'appro tous les mois et 20% d'entre eux toutes les semaines. Voilà, en termes de livraison. Merci Elsa. On leur a demandé s'ils avaient connaissance de la provenance de la production de leurs légumineuses. Alors, ce qui est plutôt encourageant aussi, comme l'a pu dire Marlène et Quentin, c'est que quand même, on a une forte prépondérance à l'origine France. Donc ça, c'est plutôt vertueux, on trouve, à 75,2% contre 24,8% voilà, qui ne connaissent pas que l'origine peut être française, voire qui peut être étrangère. Et par contre, quand on leur pose la question, est-ce que vos légumineuses, elles ont une origine régionale, voire locale, là, on descend à 54%. On leur a également demandé, donc comme je vous l'ai dit précédemment, s'ils prenaient en compte des démarches qualité. Donc là, fortement, oui, à 77%, qui est impulsé par la loi Egalim également. C'est-à-dire que voilà, les restaurations collectives cochent plusieurs cases en ayant ces labellisations, puisqu'ils cochent la case diversification protéique, menu végétarien éventuellement, et du coup, pourcentage de respect de la loi Egalim. Et donc, a été cité 64 fois le label agriculture biologique, 18 fois HVE, donc haute valeur environnementale, 20 fois sur des IGP et 17 fois sur des AOC. On leur a également posé la question sur les avantages et les freins, de manière à connaître un petit peu voilà, où est-ce qu'ils se situaient, quelles étaient les contraintes à l'intégration des légumineuses en restauration collective, ou en tout cas à leur développement. Donc, le premier frein identifié par les répondants, c'est l'acceptation des convives. Assez fortement d'ailleurs, à plus de la moitié des répondants, ce qui n'est pas négligeable, ce qui nous donne quand même des perspectives voilà, pour continuer à avoir des messages pédagogiques et de rendre ces légumineuses attractives pour notamment en l'occurrence pour les enfants, puisque c'était quand même la majorité de nos répondants. Viennent ensuite les temps de préparation, c'est notamment quand on est sur du sec. Voilà, il y a des phases de trempage, il y a des phases de recettes qui sont quand même un peu longues et qui méritent d'être voilà, développées, travaillées, sublimées, entre guillemets, pour rendre aussi ces légumineuses attractifs. Donc ça va de pair avec le manque de formation culinaire, même si elle se développe de plus en plus. Et puis viennent en dernier critère le coût des produits. À noter quand même un point très intéressant, c'est que 33% des répondants n'identifient aucun frein. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Sur les avantages, il y a eu un petit décalage de ma slide. Bon, c'est pas grave, je suis désolée, le titre passe sur le rond. Donc, a été identifiée la richesse en protéines végétales et notamment la complémentarité protéines végétales, protéines animales. Voilà, comme on a pu le dire précédemment, en fait, l'intégration de protéines végétales permet aussi d'avoir une meilleure valorisation des protéines animales avec des achats de meilleure qualité et des achats plus régionaux, locaux, etc. La conception des menus végétariens, les légumineuses aujourd'hui, elles sont un formidable terrain pour aborder ces plats végétariens. Leur coût qui est abordable, du coup, on reste quand même sur des produits quand même qui ont des coûts par rapport à la protéine animale qui reste quand même plus faible. Viennent ensuite la réduction de l'impact écologique et la variété culinaire. On leur a également posé la question de savoir s'ils souhaitaient avoir
plus utiliser des légumineuses locales, donc revoir un peu leur pratique d'achat. Du coup, ça a été quand même un grand oui à 74% d'entre eux. Et on leur a demandé aussi aujourd'hui, est-ce qu'ils voient un potentiel de développement de la légumineuse au sein de leurs établissements? Est-ce qu'ils souhaitent en intégrer davantage? Bon, on est plutôt sur une stabilisation globalement de la place des légumineuses dans les menus, mais une meilleure qualification des achats. Voilà, une relocalisation des achats. Elsa? Je vais laisser ma collègue Sophie continuer avec une étude autour des marchés publics. Oui, merci Agatha. Donc pour compléter cette enquête restauration collective, nous avons cherché à mieux comprendre la demande en légumineuses de la resto collective en Gironde, et en particulier dans les groupements de commandes. Donc on va voir que les résultats présentés ici vont venir conforter l'enquête que vient de présenter Agatha avec des tendances similaires. Donc l'analyse présentée ici repose sur les marchés publics de 2 groupements de commandes de Gironde, la Sénat, qui regroupe les collèges et les lycées de Gironde, et la DARS, qui concerne principalement les écoles primaires de la métropole bordelaise. La Sénat, c'est l'association des coordinateurs de PLE de Nouvelle-Aquitaine et qui réunissent 26 groupements de commandes dans la région, portés par des établissements publics locaux d'enseignement. En Gironde, le groupement est coordonné par le lycée Victor-Louis à Talence et il regroupe environ 150 collèges et lycées, dont 105 collèges sur les 162 établissements publics du département. Le groupement ADARS, de son côté, rassemble 17 membres situés sur la métropole de Bordeaux et les territoires voisins. Donc, lui, il représente environ 28 000 repas quotidiens servis dans les écoles, les EHPAD et certains restaurants administratifs. Donc, pour analyser la demande en légumineuses, on a travaillé à partir des détails quantitatifs estimatifs présents dans les dossiers de consultation des marchés publics, donc de 2017 et 2024 pour la DARS et 2024 et 2025 pour la Sénat. Donc, ces documents permettent d'estimer les volumes annuels demandés, les types de légumineuses, les formes de produits aussi, s'ils sont bruts, en conserve ou surgelés, et également la part de bio et de conventionnel. Donc, il faut préciser qu'il s'agit d'estimation contractuelle et non de consommation réelle. Donc, les chiffres présentés ici doivent être interprétés avec prudence. On a aussi identifié les légumineuses présentes dans différents lots. Donc, soit des légumineuses brutes, soit des conserves, en particulier dans les produits d'épicerie, les produits surgelés simples ou élaborés, ou encore des produits cuits sous vide. Donc, dans le marché de la Sénat, les légumineuses apparaissent principalement dans des lots généralistes qui regroupent plusieurs types de produits alimentaires, alors que dans le marché de la DARS, elles sont également présentes dans des lots généralistes pour conserves et surgelés, mais on retrouve aussi 4 lots spécifiques dédiés aux légumineuses. Donc légumineuses crues ou crues bio et légumineuses cuites ou cuites bio. Donc ça signifie que pour un opérateur spécialisé en légumineuses, par exemple un groupement de producteurs ou une coopérative, l'accessibilité au marché dépendra en grande partie de la manière dont les légumineuses sont alloties dans les marchés publics. Alors, observons maintenant quelles légumineuses sont les plus demandées. Alors, premier enseignement très clair, c'est la lentille verte. C'est la légumineuse la plus demandée dans tous les groupements étudiés. Elle représente environ 27% des volumes pour la Sénat et 40% pour la DARS. Et derrière, on retrouve de manière récurrente les produits végétariens surgelés, souvent à base de soja, suivis du pois chiche, du haricot blanc et derrière les flageolets verts. Donc, on observe donc des tendances communes dans les types des légumineuses demandées, même si les proportions varient selon les publics. On a également regardé la part de légumineuses en bio et conventionnel, et là encore des pratiques différentes selon les groupements. À la Sénat, environ 70% des volumes de légumineuses sont demandés en bio, alors que cette part est d'environ 10%
dans les marchés de la darse, pour les légumineuses. Alors, regardons maintenant le type de transformation de légumineuses les plus consommées. Alors, plusieurs dynamiques apparaissent. La lentille verte et le haricot blanc sont très largement consommés en brut. Le flageolet, en revanche, est plutôt consommé en conserve. Le pois chiche et le soja sont majoritairement consommés via des produits transformés surgelés, type falafel, galettes, steak végétarien. Et dans certains marchés, il n'y a même aucun achat de pois chiches en brut. Voilà. Donc, on observe cependant des différences entre les groupements de commandes. Donc, à la Sénat, les volumes sont répartis de manière assez équilibrée entre produits bruts et produits surgelés, avec une part plus faible de conserve, alors que pour le groupement Adars, les conserves dominent largement, puis sont suivies du brut. Donc, en conclusion de cette enquête restauration collective, pratique d'achat, donc ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a quand même une volonté, et ça c'est plutôt positif, de continuer, d'augmenter, de relocaliser l'approvisionnement et l'usage des légumineuses en restauration collective. Aujourd'hui, dans la structuration et les pratiques d'achat, on a quand même une forte dépendance aux grossistes et une place importante du gré à gré. Aujourd'hui, les labels, comme notamment le label bio, sont vécus comme vraiment quelque chose d'important. C'est une vraie plus-value à l'achat de ces légumineuses. Qu'on a un besoin quand même de travailler sur l'acceptation des convives pour pouvoir développer voilà, la consommation de légumineuses à graines. Qu'on a besoin d'inciter à des marchés plus en adéquation avec l'offre locale si on veut pouvoir insérer des acteurs locaux dans la réponse soit au marché public, soit voilà, de contractualisation auprès de la restauration collective. Et que du coup, pour faire tout ça, on a besoin de structurer, et c'est c'est la vocation d'Interlec, de structurer la filière en local en intégrant tous les maillons de la chaîne. Je te laisse la parole, Elsa. Et on continue de répondre à vos questions dans le chat. Oui. Merci à tous les 4 pour la présentation de vos résultats. Donc en conclusion de ce webinaire, je vais vous présenter la cartographie qui est un résultat des enquêtes outils de production et entreprises agroalimentaires. Donc elle est mise en ligne sur le site internet de la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. C'est un outil en ligne qui a pour vocation d'identifier et de mieux connecter les acteurs de la filière. On a vu que c'était important de fédérer tous ces maillons et de pouvoir les connecter. C'est un outil qui est en construction et qui évoluera avec les acteurs de la filière légumineuse. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez y apparaître, corriger, compléter des informations. Également, si vous souhaitez obtenir des informations pour aller plus loin, on a d'autres informations qui peuvent être ou non communiquées. Donc, n'hésitez vraiment pas à bien à nous prendre comme contact pour la filière. Donc, je vais faire un petit. Est-ce que vous voyez mon écran? Enfin, c'est la cartographie? Ouais, c'est bon. Super, j'avais un doute, mais il vaut mieux être sûr. Donc, cette cartographie, elle est disponible sur le site de la Chambre d'agriculture. Vous trouverez le lien dans le PowerPoint. Et il faut descendre, oula, là si je zoome, il faut descendre tout en bas pour avoir la cartographie des acteurs de la filière. Il y a un texte simple qui vous rappellera comment naviguer. Alors, c'est une navigation simple, mais qui nécessite quand même peut-être une présentation. Donc là, vous avez la carte de la Nouvelle-Aquitaine avec plein de petits points. Donc, il y a la production agricole, le stockage, tri et conditionnement, commercialisation de produits bruts et également un calque transformation. Donc je vais vous montrer un peu comment utiliser cette cartographie. Je ne veux pas montrer je veux pas cliquer sur tous les points, mais au moins que vous ayez connaissance de comment fonctionne cette carte. Donc normalement, décidément, là vous avez accès
à toutes les fonctionnalités. Et donc, il faut aller sur sur ces petits calques afin d'avoir accès à la légende. C'est un outil qui est libre de droit, donc c'est pas forcément le plus optimisé, mais vous verrez il est quand même très utile. Donc, par exemple, si je veux avoir accès au stockage, je vais masquer les autres. Là, vous n'avez pas accès au nom, donc et souvent vous aurez besoin d'une localisation. Donc là, par exemple, si je clique ici, on a accès à une entreprise qui a été contactée dans le cadre de l'enquête outils de production par le cabinet de conseil, le cabinet d'études des frères Patak. Et donc, vous avez accès aux informations, comme le nom tout en haut, bien sûr, les cultures de légumineuses qu'ils travaillent, les secteurs d'activité, le site web, s'il est bio ou conventionnel ou mixte. Et ensuite, vous avez des informations qui vont changer. Voilà pour ça. Ensuite, pour le stockage. Ensuite, si on prend pour la production agricole, si vous cherchez un producteur de légumineuses, eh bien, on peut on peut cliquer comme ça et de la même manière avoir accès oups, aux informations. Voilà. N'hésitez pas à vraiment utiliser cette cartographie qui peut paraître un peu complexe, mais finalement, quand on navigue, elle est assez intuitive. Et en zoomant, vous savez exactement où c'est. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller dessus et ensuite à nous contacter. Vous avez également tous nos contacts à la Chambre régionale sur le projet pour modifier cette cartographie. J'ai fait une présentation assez rapide. Mais si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à m'appeler. Vous avez tous les contacts sur le site internet. Donc, en conclusion, la suite et les perspectives pour le projet Interleg en général. Donc, il y aura la parution de guides pour les producteurs, donc aider à commercialiser leurs légumineuses. Également des guides pour les collectivités, comment améliorer l'achat de légumineuses régionales. Donc ça, ce sera des livrables qui vont être diffusés, puisque on est un projet financé par la région. Vous aurez accès à ces livrables. Euh, Interreg participe également à des événements, donc comme Quentin l'a présenté tout à l'heure, au JAS à La Rochelle, au Salon Multi-Enseigne également à Bordeaux. On a des journées d'échange qui vont être prévues avec des visites d'essai sur le terrain. Donc pour toute la filière ouverte, on va bientôt communiquer sur les dates. Également, on a parlé de l'importance de sensibiliser les convives et les jeunes enfants à la consommation des légumineuses. On a créé un kit pédagogique à la découverte des légumineuses qui sera rapidement diffusé aux écoles et à tous ceux qui le souhaiteront pour pouvoir parler des légumineuses facilement à un public, souvent du CP au CM2, mais ça s'adapte au grand public, enfin à toutes les cibles finalement, tout le monde ne connaît pas les légumineuses. Il y a également une veille qui est faite sur les légumineuses par le projet Interleg. Il y aura des webinaires qui vont être à venir et on va communiquer dessus. Vous serez bien sûr au courant. Voilà, donc vraiment, ce projet, il a pour vocation de structurer la filière légumineuse. Il y a des producteurs qui existent, des transformateurs qui existent, de la demande et de la consommation. Il faut vraiment, c'est à tous les maillons de travailler pour structurer cette filière. Et on a vu tous les freins, mais aussi les solutions qui peuvent être mises en place. Et il faut prendre conscience qu'il y a un véritable écosystème régional pour la filière légumineuse et qu'il faut vraiment mettre en relation pour que ça fonctionne bien. Voilà
pour ça. Pour en savoir plus, on a notre page web Interleg sur le site de la Chambre régionale et également une page LinkedIn Protéines végétales en Nouvelle-Aquitaine Protéina, qui est le réseau protéines végétales en Nouvelle-Aquitaine, mais qui intègre la partie alimentation humaine grâce à Interleg. Donc, n'hésitez pas à suivre cette page pour être informé. Donc voilà, merci d'être à ce webinaire, de nous avoir écoutés. Maintenant, on va pouvoir répondre à vos questions, même si beaucoup ont été traitées dans le chat au fur et à mesure, heureusement, puisque, il est déjà 16 heures et que nous avons dépassé un petit peu le temps. Alors, pour les questions, est-ce qu'il y en a je vais regarder. Je n'ai pas eu trop le temps de suivre. Alors, il y a eu quelques questions sur la production pour lesquelles je me suis permise de répondre. Il y en a une que j'ai un peu laissée en suspens qui concernait de savoir s'il existait des voies de valorisation spécifiques pour les coproduits de la filière. Donc, j'ai dit que pour l'instant, a priori, il n'y en avait pas, mais voilà, je laisse la question ouverte au cas où il y a eu des choses que j'ai loupées. Elsa? Non, je crois, il faut que je peux regarder les données, mais il me semble que... On n'avait pas d'informations sur ce point-là. Hein. Non, mais je peux redemander après au cabinet pour voir pour creuser plus. Voilà, donc une question sur cette partie valorisation spécifique pour les coproduits de la filière. Donc ça, c'était pour la partie production, puisqu'après, il y avait une question sur le cassé, mais ça, c'était très spécifique et donc on n'avait pas la réponse. Donc ensuite, je laisse la main peut-être aux personnes qui comprennent bien les questions qui les concernent, parce que j'ai vu que vous aviez répondu. Moi, j'ai fait ma partie production. Merci, Je laisse la Laetitia. main. Quentin et Marlène, je ne sais pas s'il y avait des questions en suspens encore de votre côté, vous avez répondu à tout. J'essaye de regarder rapidement le chat. Ouais. Moi, j'ai Il y avait une répondu à quelques question questions. Vas-y, Marlène. notamment sur le bio. Et alors effectivement, le bio est assez présent dans la filière. Et, on n'a pas les données sur tous les répondants. Par contre, on a vraiment creusé sur les entreprises qui sont présentes sur la cartographie. Et il y a 21 entreprises agroalimentaires qui sont sur la carto. Et on remarque que 70% d'entre elles font du bio. Ça veut dire qu'elles ne font pas du bio exclusivement. Il y en a beaucoup qui sont conventionnels, qui ont des gammes conventionnelles et bio. Mais donc, c'est une part assez, très importante. Est-ce qu'il Et y a après, d'autres après, sur la partie restauration collective, il y a une question, Sophie, sur la date du dernier marché public qui a été étudié pour l'ADARS. La DARS, on a étudié les deux marchés, le précédent et le nouveau. Voilà. Et après, les restes des questions, normalement, on y a répondu dans le chat. Mais si jamais vous en avez d'autres, on est preneur. Alors, pour les prochains webinaires, tout n'est pas encore... on n'est pas encore sûr de ce que nous allons faire. Donc, il n'y aura pas de teasing pour l'instant. Et quand on aura le Mais programme, on reviendra vers vous. oui, et n'hésitez pas à suivre la page Protéines végétales en Nouvelle-Aquitaine où les informations sont... vous serez les premiers informés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, nous avons répondu à tous. Je vais vous partager dans le chat. Alors, j'arrête le partage afin d'aller chercher un lien pour vous afin de répondre à un questionnaire, un rapide questionnaire de satisfaction et pour être recontacté si vous souhaitez. Si vous avez d'autres questions, vous pourrez être contacté en nous laissant votre adresse mail et vos questions via le questionnaire que je vous viens de vous envoyer dans le chat. Et s'il n'y a pas d'autres questions, ou bien si vous souhaitez, il n'y a
Si vous n'avez pas encore toutes les questions et vous souhaitez nous recontacter, n'hésitez vraiment pas à nous envoyer un mail. Nos contacts sont sur le site de la Chambre régionale d'agriculture, dans la page Interleg, et nous, ensuite, on peut vous rediriger très facilement vers les personnes qui pourront vous répondre. Donc, merci encore d'avoir assisté à ce webinaire. Vous serez informés sur les prochains webinaires Interleg. Voilà, je vous souhaite un bon après-midi et je vous enverrai le support de présentation et le webinaire, l'enregistrement du webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Elsa. Merci, bonne journée à Au tous. Merci à revoir. tous.